Donc Baptiste va nous parler de musiques actuelles et de jeunes publics, et donc nous parler d'une musicologie de terrain qu'il voudrait bâtir avec les sciences sociales. Donc il va revenir sur, comme je disais, les enjeux plutôt méthodologiques de sa recherche et sur les premiers résultats de ses travaux, voilà, consacrés aux musiques actuelles destinées au jeune public. Et donc Baptiste est docteur en musicologie de l'université de Rennes 2. Sa thèse portait sur le black metal en Norvège dans les années 90 et elle a été publiée il y a 2 ans aux éditions Rive Neuve sous le titre Un feu dans le ciel nordique. Et Baptiste est actuellement chercheur postdoctorant au CNRS dans le cadre du programme national de recherche ICAR consacré aux industries culturelles et créatives. Et donc Baptiste, je te laisse la parole pour environ 35 minutes. Ok, parfait. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci déjà d'être présent et présente et de me recevoir pour cette séance du séminaire en ligne. J'ai écrit beaucoup trop long comme d'habitude, donc je vais peut-être passer vite sur des choses. Je m'en excuse. Donc je voudrais vous présenter aujourd'hui une partie de ma recherche postdoctorale qui a été menée dans le cadre d'ICAR, donc Industrie culturelle et créative, action, recherche et expérimentation. Et dans ce cadre, j'ai eu la chance d'avoir la carte blanche en fait pour un projet de recherche. Ce projet, il est encore en cours et il s'intéresse aux musiques actuelles à l'adresse du jeune public. Au début, donc cette recherche, elle a été pensée à deux avec la socio-anthropologue Aude Slimane, qui est l'autrice d'une thèse sur les carrières, donc au sens de Becker, les mondes du graffiti à Montréal et à Rennes. L'idée, c'était j'allais étudier la musique et de son côté, elle allait étudier les carrières, donc au sens de Becker, des musiciens jeunes publics. Alors, pour de nombreuses raisons, hein, dont la précarité de la recherche en France, ma collègue s'est mise en retrait du projet et donc m'a laissé le bébé. Euh, je voudrais vraiment la remercier et puis remercier aussi son compagnon Thibaut, qui est lui est musicien dans un groupe de musique jeune public. Euh, et voilà, j'ai fait ma première observation grâce à lui. Et donc voilà, je tiens à les remercier tous les deux, et puis Aude en particulier, à qui je dois beaucoup. Hop. Donc rapidement, pour situer mon approche, moi, au départ, je fais plutôt de la musicologie historique, des musiques populaires. Après, j'ai eu beaucoup d'influence des cultural studies, donc notamment avec Emmanuel Parent, quand il est arrivé en 2013. Moi, j'étais en L3. Et puis, après, de manière générale, mon approche musicologique, elle est toujours enfin, je l'ai toujours dite ouverte, c'est-à-dire que bon, c'est pas que de la pure analyse musicale. Et puis, il y a une ouverture à l'histoire, à la socio, à l'anthropo. Et puis après, il y a eu toute l'expérience avec Musicovid, dont j'étais avec Marion et puis Manuel. Et puis là, c'était vraiment, et Frédéric aussi, trottiépistien, qui est aussi membre de l'asso. Et là, c'est vraiment été une ouverture à la socio, à l'anthropologie. Et en fait, ça m'a vraiment intéressé d'avoir tout ça. Voilà. Donc, je vais commencer un peu par mon cadre théorique. Alors, je suis parti avec une question principale pour ce terrain qui n'était pas une hypothèse, mais c'était qu'est-ce que s'adresser à des enfants change ou non à la musique, qui est vite devenu qu'est-ce que ça change aux œuvres. Alors, ma démarche, elle est inductive, elle est compréhensive aussi, et je précise aussi que je m'intéresse moins aux enfants qu'aux adultes qui créent pour eux. Voilà. Et mon approche, elle est donc inspirée par le cadre théorique offert par Howard Baker, donc, comme beaucoup, hein. Là, et donc, il définit un monde de l'art comme un monde qui correspond donc aux personnes et aux organisations qui produisent les événements et les objets que ce monde définit comme de l'art. Alors, c'est une définition un peu tautologique, constructiviste et puis non essentialiste. Et l'intérêt avec Becker, en fait, c'est qu'il invite à considérer l'art comme une action collective, faite de chaînes de coopération, chaque maillon pesant sur la chaîne et sur le résultat final, qui est donc l'œuvre. En fait, Becker, il cherche à penser comment les mondes de l'art font les œuvres. Et à mon avis, on sort aussi de l'autorité de l'auteur. Alors, on pourrait limite faire des liens entre Barthes et Baker là-dessus. Et en fait, j'ai pris l'idée de Karim Amou qu'il propose, c'est-à-dire d'opérationnaliser la notion, mais plutôt comme une méthode d'enquête qui cherche en fait à explorer les chaînes de coopération dans un monde de l'art précis. Euh, donc voilà, j'ai pris la musique jeune public, et particulièrement celle qui fait les musiques actuelles, comme un monde, et j'ai essayé de comprendre comment toutes ces chaînes-là forment et modèlent les œuvres. Et c'est une approche en fait qui m'intéresse vachement parce que elle permet aussi de distinguer, enfin d'arrêter avec la distinction analyse externe et analyse interne, et plutôt les envisager comme un espèce de continuum, voilà. Ou comme dit Antoine Aignon, hein,
analyse sociale pour les musiques populaires, analyse musicale pour les musiques savantes, mais là, justement, d'arrêter cette distinction-là. Une autre approche importante, ça a été celle du collectif médiation. Alors, ils ont fait un ouvrage qui s'appelle Comment la culture vient aux enfants, qui est un clin d'œil direct à comment la musique vient aux enfants d'Antoine Agneau. Et donc, eux, ils pensent la médiation comme une série de processus de cadrage et d'appropriation croisée pouvant opérer dans toutes les directions. Les cadrages désignent les tentatives d'encadrement de la réception et les appropriations renvoient à la fois aux réceptions des biens culturels et aux réactions à ces tentatives. L'ouvrage, il est vraiment, il n'est pas que centré sur la musique, loin de là, mais il réfléchit vraiment à toutes ces questions. Et donc voilà, c'est à la fois une pensée de la médiation comme chez Aignon, et en même temps, il pense aussi ça de manière compréhensive. Il cherche à comprendre qu'est-ce que mettent les acteurs dans leurs actions. Il s'intéresse aussi aux effets de domination. Donc là, c'est plus proche d'une logique, on va dire, plus bourdieusienne. Vraiment en référence que j'ai eue, il y a eu donc la thèse de Teresa Schmitz, qui était une thèse à l'EHESS dirigée par Esteban Bourg, euh, qui était donc sur l'opéra jeune public, où là, elle a vraiment fait une musico de terrain aussi. Elle a fait des observations, des entretiens. Vraiment, ça m'a extrêmement intéressé. Et puis, tout le travail de Catherine Rudan, d'ailleurs, je la remercie parce qu'elle m'a envoyé sa thèse. Et toute l'approche de Catherine Rudan aussi dans l'album de chansons, où voilà, et puis tous les articles qu'elle a fait autour, où il y a vraiment, elle essaie de penser cette musico de terrain. Et puis, il y a les travaux d'Anne Damon-Guillot, pardon, hop là, qui est présente aujourd'hui. Donc, Anne, si vous souhaitez aussi, après, présenter un peu, après ma communication, présenter un peu ce que vous faites, ce sera avec plaisir. Donc, il y avait le carnet d'ethnomusicologie sur les enfants musiciens, fait avec Talia Bachir-Louphuit. Et puis là, en décembre, il y aura une école d'hiver sur le jeune public aussi. Et puis, il y a aussi l'ouvrage en cours sur l'ethnomusicologie de l'enfance. Autre élément important au niveau théorique, c'était les idées de ciblage et d'adressage. Donc, le ciblage, on sait à peu près tout ce que c'est, hein, c'est une activité des industries, et donc des industries culturelles, où on va segmenter un marché et on cible certaines populations. Mais on va voir en fait que le ciblage dans les musiques pour le jeune public est en réalité beaucoup plus large que seulement les enfants. Et puis l'autre idée qui est hyper intéressante, c'est celle d'adressage et le mot d'adresse. En fait, le mot adresse, il revient souvent chez les acteurs. Et il y a ce pendant théorique qui est celui pensé par Gilles Brougère et puis Sébastien François, où pour eux, l'adressage, c'est la façon dont un produit, dès sa conception, prend en compte son destinataire, que cela soit de façon organisée, rationnelle, intuitive, voire fantasmée. Voilà. Et puis, ils vont préciser au niveau du jeune public que c'est la façon dont le concepteur, créateur, auteur, designer, peu importe, hein, ça dépend du type de produit et d'œuvre, prend en compte le destinataire enfant dans la façon dont il conçoit le produit, dont il le dessine, dont il imagine sa réception, sa consommation, son usage. Et donc tout ça, ça amène, c'est la citation, la troisième citation, là c'est le collectif médiation, à penser les types de réception que les différents acteurs pensent souhaitables pour le public enfantin visé. Autrement dit, quelle conception des réceptions anticipées souhaitées ou à éviter les anime. Et on va voir des exemples après assez précis sur des formes de réception anticipée qui vont modeler les œuvres directement. Voilà, donc moi, ma recherche, c'était vraiment de m'intéresser au processus de création en cherchant à pister les choix, les stratégies des créateurs. Et là, j'entends créateurs au sens large, c'est-à-dire pas que les artistes, mais aussi ce que Baker appelle les personnels de renfort. Donc, penser le jeune public comme un monde, pour des raisons de temps, de ressources, etc., qu'on connaît tous, hein, et toutes, c'est que j'ai fait qu'une partie de ce monde, donc qui est celle qui est vraiment axée musiques actuelles, désignée comme telle en tout cas, et puis je me suis vraiment intéressé au spectacle. Pourquoi les spectacles? Parce que c'est la principale, comment dire, c'est le principal médium, c'est ce qui fait vivre ce monde-là, et voilà, ça me paraissait intéressant, c'est vraiment le premier mode de consommation limite. Ça me l'est même complètement. Un petit point sur le vocabulaire. Alors, d'habitude, moi,
j'utilise musique populaire. Mais là, je reprends Marc Perrenou, hein. Musique actuelle, c'est une catégorie donc issue des politiques culturelles, mais en fait, elle est familière dans l'espace francophone. Euh, et c'est-à-dire que quand on va voir un musicien ou un professionnel, on lui dit je travaille sur la musique populaire, il va nous répondre ah, tu travailles sur Patrick Sébastien. Ou voilà, donc populaire est vraiment pensé pas dans le même sens que nous, on l'utilise. Donc musique actuelle, ça permet vraiment de simplifier le terrain. Voilà, tout le monde le comprend et tout le monde est OK avec ça. Alors, il y a le mot jeune public. Plutôt que de partir d'une définition a priori, j'ai choisi une approche définitionnelle qui est a posteriori et qui est basée sur la façon dont les acteurs définissent eux-mêmes ce terme. Au début de ma recherche, par exemple, j'ai une personne travaillant dans un réseau fédérant les acteurs de la musique pour jeune public qui m'appelle et qui m'a demandé, mais ça dépend ce que vous entendez par jeune public. Et là, du coup, je lui ai répondu, ben, moi, ça dépend surtout de la manière dont vous tous vous le définissez. Donc, en général, jeune public, ça désigne un public qui va de 0 à 12 ans. En gros, c'est l'âge qui correspond à l'enfance en Occident. La musique pour jeune public, elle cible donc principalement les enfants, et c'est une définition qui est partagée par la majorité des acteurs. Parfois, par contre, elle est vraiment en débat selon les personnes que j'ai pu rencontrer, donc elle n'est pas totalement stabilisée. Par exemple, j'ai quelqu'un qui considère que jeune public, c'est toute personne qui n'a pas l'expérience euh, d'un type de contenu culturel. Par exemple, elle va dire, moi, j'ai jamais été à l'opéra, j'ai 40 ans, je vais à l'opéra, je suis un jeune public. Voilà. Ça dépend vraiment aussi des gens. Alors, au niveau méthodologique, je reprends le terme canevas méthodologique à des collègues d'Infocom de Montpellier 3, et je trouvais que c'était hyper parlant comme, comme expression. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est vraiment des observations participantes avec la tenue de carnet ethnographique. Alors, il y a eu plusieurs situations. Tout d'abord, les concerts en simple spectateur. Ceux où j'ai pu participer en tant que bénévole, notamment, c'était le cas de ma première observation, et les événements professionnels que ce secteur peut faire ou que de manière générale le secteur le secteur de la musique peut faire et où il s'avère qu'il y a du jeune public. Et puis aussi les sorties de résidence pour certains spectacles. Alors quand on arrive à un spectacle jeune public seul, sans enfant, on nous prend souvent pour un professionnel du secteur. Alors moi, par exemple, ça m'est arrivé, il y a un chargé de production d'un spectacle qui m'a vu débarquer et qui n'a pas réussi à m'identifier. Et donc, il m'a demandé s'il m'avait invité et quel sac de spectacle je représentais. Alors évidemment, quand je lui ai expliqué ce que je faisais ici, il, il a un peu été étonné. Ensuite, il y a les entretiens. Donc, parmi la population d'enquêtés, il y a des musiciens et des musiciennes qui font du jeune public, d'autres artistes qui sont employés dans le cadre d'un spectacle, par exemple une scénographe, une dramaturge. Malheureusement, je n'ai pas fait beaucoup de techniciens et de techniciennes, alors que leur rôle est quand même vraiment essentiel. C'est pas que des personnels de renfort interchangeables, particulièrement les gens qui font les lumières dans les spectacles. J'ai également réalisé des entretiens avec des chargés administratifs, des chargés de production et de diffusion, également aussi des gens qui travaillent en SMAC. Donc le but, c'était vraiment d'avoir le regard des différents acteurs de la chaîne de coopération. En général, avec les musiciens, j'ai réalisé un premier entretien et puis, selon les cas, un second qui était vraiment centré sur les œuvres. Alors, c'est des entretiens que j'ai appelés des entretiens analytiques, impliquant une forme de co-interprétation et de co-analyse, comme pourrait le dire Catherine Rudan. L'objectif était vraiment de suivre les choix des musiciens pour une œuvre destinée au jeune public, en créant un dialogue autour de certains passages spécifiques où cette adresse me semblait apparaître. D'ailleurs, ce n'était pas toujours le cas. L'exercice n'était vraiment pas simple euh, parce que c'est très difficile pour eux de verbaliser les choix qu'ils ont faits. Souvent, c'est perçu comme évident ou très banal ou alors lié à l'inspiration. Donc voilà, c'est vraiment, on va aller chercher. Moi, quand je vais les chercher là-dessus, c'est parfois très compliqué, voilà, pour la verbalisation. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien préparer avec des exemples précis. Il y a aussi un point important pour l'entretien, c'est qu'on a eu très vite avec Aude, quand on a commencé, on a eu un problème qui est tout simple, mais qui est l'anonymisation. C'est-à-dire que l'entretien et l'enquête sociologique, faut anonymiser.
Cependant, quand on travaille dans le domaine des arts et de la musicologie, bon, eh bien, il y a la question des œuvres et des auteurs qui sont tous bien identifiés et ça complique la tâche en fait. Donc, la solution, c'est une espèce de compromis. Lorsque je parle d'une œuvre spécifique, je cite les créateurs et leurs propos. En revanche, dans les contextes où l'identité n'apporte rien de pertinent, je conserve l'anonymat. Euh, alors, c'est le cas, par exemple, là, pour le chargé de production. Je vous ai pas dit qui c'était, dans quel contexte c'était, etc. Euh, la troisième approche, c'était l'analyse musicale, qui s'est en fait vite transformée en analyse pluridisciplinaire, parce que quand on analyse des spectacles, bon, bah, il y a par exemple il y a des ciné-concerts, il y a des œuvres vraiment très liées au sonore, il va y avoir beaucoup de scénographie également. Donc voilà, je ne suis pas spécialiste dans la matière, mais il fallait y faire face et le prendre en compte, sachant que ça rentre aussi en compte dans les questions d'adresse. Par contre, j'ai choisi d'étudier seulement quelques œuvres et non et pas un corpus vraiment très large. Vraiment quelques œuvres. Le but, c'était pas d'identifier les invariants, mais analyser plutôt les processus et les résultats de ce que Teresa Schmidt appelle les stratégies de composition. Voilà. C'était vraiment centré sur les processus d'écriture et des réflexions qu'il y avait autour des œuvres. Sachant que moi, la manière dont j'entends les processus de composition, c'était pas du tout du côté de la psychologie, comme peut faire Nicolas Donnin, mais plutôt côté social, comme peut faire Catherine Rudin. Voilà. Et un quatrième point où je vais pas trop rester, c'est vraiment l'analyse de contenu. Donc, dans tous les documents autour des spectacles ou des artistes ou des groupes, les dossiers de presse, les dossiers de présentation, les dossiers d'atelier, les newsletters des différentes organisations, la presse également. Voilà. Qu'est-ce qui en ressortait? Alors, pour planter un peu le décor, il y a deux grands types de séances de spectacles jeunes publics. Il y a les tout publics, c'est-à-dire vous avez un public composé d'enfants, mais aussi de ce que les acteurs du secteur nomment les accompagnants. En fait, ce sont les adultes. Donc, les parents, souvent les mères d'ailleurs, les grands-parents, voilà, le papa de Kevin qui amène aussi le meilleur ami de son fils au spectacle, etc. Donc, ce qui fait que vous avez souvent un adulte pour deux enfants dans le public. Donc là, vous avez concrètement un tout public, quoi, vous le voyez. J'ai même eu une situation tout à fait étonnante où pendant un spectacle, il y avait plus d'adultes, j'ai compté tout le monde, il y avait plus d'adultes que d'enfants. Voilà. La situation inverse, c'est les séances dites scolaires. Donc, il faut imaginer des classes entières avec seulement quelques adultes qui les encadrent. Alors, souvent, les enfants sont beaucoup plus libres car ils sont entre pairs. Les scolaires peuvent représenter des jauges parfois importantes. Moi, j'ai eu un cas, par exemple, d'une SMAC où tous les gradins étaient remplis. Donc, ça représentait à peu près 300 enfants. Et puis, il y a tous les adultes qui vont, par exemple, les programmateurs qui sont au fond de la salle. Et puis, d'ailleurs, dans cette observation que j'avais faite, là, avec tous ces enfants, en contexte scolaire, j'ai vu qu'il y avait vraiment un continuum entre la salle de concert et la salle de classe. Euh, le spectacle, c'était une adaptation de 20 milieux sous les mers. Donc, je vais parler un petit peu après. En fait, de nombreux enfants avaient déjà étudié le roman en classe. Euh, et puis, plusieurs classes avaient aussi reçu les musiciens dans le cadre d'actions culturelles. D'ailleurs, c'est parfois aussi le spectacle qui va à l'école. Alors, il y a deux grandes formes, on va dire, plutôt trois. Euh, il y a le spectacle pensé pour le jeune public qui joue en école, voilà, on va dire qu'il est adressé. Et il y a celui où les musiciens jouent leur répertoire qui n'est pas pensé pour un jeune public directement aussi dans l'école. Voilà. Donc là, on est plutôt proche de l'action culturelle. Et un autre cas, c'est les résidences ou les sorties de résidence qui peuvent se faire parfois en classe. Donc, dans le cadre scolaire, on peut clairement dire que le public, il est captif. Mais on peut aller un peu plus loin et dire que il est aussi en grande partie quand les enfants vont voir des spectacles avec des adultes. Parce que évidemment, c'est pas eux qui achètent le billet et qui choisissent la programmation. Mais j'y reviendrai, je vais y revenir tout de suite. Donc, en réalité, vous vous en doutez, il y a bien deux publics, voire trois publics dans ce qu'on appelle jeune public. Il y a des adresses qui sont multiples, en fait. L'idée fausse que transmet l'idée de musique jeune public, c'est que
ce serait une musique qui s'adresserait sans médiation aux enfants, selon un schéma, musique artiste enfant, là. Or, la réalité, elle est bien plus compliquée. On est davantage sur ce modèle, hein. Donc, musique artiste ou producteur-tourneur. Ensuite, le producteur ou le tourneur, le programmateur, les adultes accompagnants, l'école et puis les enfants. Donc, il y a beaucoup en fait de médiation adulte avant qu'on arrive aux enfants. Aussi, par exemple, hein, il y a des cas assez particuliers, enfin pas très particuliers, qui sont vraiment caractéristiques de cette situation, c'est que la manière dont sont vendus les spectacles, on précise toujours que c'est tout public, que c'est pour les petits ou pour et les grands, ou l'expression un peu surannée, hein, de 7 à 77 ans. On insiste vraiment beaucoup là-dessus. Donc, quel est le rôle de chacun dans cette chaîne de médiation? Alors, les musiciens et producteurs, ils vont proposer un spectacle jeune public. Parfois, ce spectacle, il est monté puis ajouté au catalogue d'un tourneur-producteur, où les deux vont se faire en même temps. Souvent, c'est en même temps. En tout cas, dans les cas que j'ai étudiés. En général, il faut aussi convaincre des coproducteurs. C'est souvent des SMAC. Ensuite, vous avez le programmateur ou le chargé d'action culturelle. Eux, ils ont un rôle de curation et de prescription auprès du public. C'est des points de passage obligés. Là, je reprends l'expression de Michel Caillon dans son célèbre article sur les noix de Saint-Jacques, coquilles Saint-Jacques, pardon. Ensuite, vous avez les adultes accompagnants qui vont généralement pas voir un artiste ou un groupe jeune public en particulier. Voilà, comme on irait voir, je ne sais pas, Metallica parce que c'est Metallica qui joue, mais puis plutôt parce que la salle propose ce spectacle. Alors, je n'ai pas étudié précisément la réception de ces spectacles par les accompagnants, ni les choix qu'ils font en tant que prescripteurs, mais j'en ai interrogé quand même certains de manière informelle. Ce qui ressort, c'est l'envie de passer un bon moment partagé avec leur enfant, tout à fait compréhensible, l'envie de transmettre des valeurs à travers le spectacle, de donner le goût de la musique et le goût du spectacle. Voilà. Donc, on est vraiment sur une idée de passation de goût. Les écoles, donc ça rentre vraiment dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Pour elles, c'est des possibilités de rencontre avec les artistes, des possibilités d'ateliers, plein de possibilités pédagogiques. Alors d'ailleurs, beaucoup de boîtes de production ont aussi des dossiers pédagogiques assez béton. Et là, idem, il faudrait que j'aille creuser et interroger les instituteurs et les institutrices. Et puis, résultat, hein, les enfants, ils sont en bout de chaîne. C'est un public qui ne choisit pas ce qu'il va voir. Et en plus, il y a des grosses différences d'âge selon les spectacles. Par exemple, une des caractéristiques du spectacle jeune public, c'est qu'on indique toujours à partir de quel âge c'est. Par exemple, à partir de 6 ans. C'est le ciblage. Mais vous pouvez très bien avoir des familles qui arrivent avec plusieurs enfants. Un de leurs enfants a 5 ans, l'autre en a 8, et puis il s'avère que le dernier, enfin le premier-né a 14 ans. Donc des fois, vous avez un adolescent à un spectacle pour des enfants de 4-5 ans. Souvent, ils s'endorment. En tout cas, ça m'est déjà arrivé. Donc ces chaînes de médiation, qui sont aussi des chaînes de coopération, elles ont un effet en fait très concret sur les stratégies de composition et de création mises en place et donc sur les œuvres. Donc dès le début du processus, il faut cibler l'âge. Par exemple, une des entreprises que j'ai étudiées a souhaité à une période cibler spécifiquement le très jeune public. Ce qu'elle appelait très jeune public, c'est 0-3 ans. Car à l'époque, il y avait encore personne sur ce créneau. Et donc, il y avait une opportunité économique et un marché à développer. Le ciblage de la tranche d'âge pour un spectacle, il se fait souvent de manière intuitive. Alors, je cite les acteurs, hein, il n'y a pas vraiment de méthode particulière. Par contre, les thèmes abordés dans les spectacles sont très importants. Une musicienne m'explique, par exemple, là, c'est l'exemple que vous avez en PowerPoint. J'avais carte blanche, et puis une fois que j'avais beaucoup de films que j'aimais, il fallait que je trouve un thème en commun pour qu'il y ait vraiment aussi un point de vente pour le monde du spectacle. Parce qu'il y a beaucoup de programmation jeune public qui marche par thème, hein. Notamment les grandes salles comme la Philharmonie de Paris, la scène musicale. Souvent, c'est des années genre l'année nature, l'année écologie, les animaux. Ah, elle rigole de cette situation. Donc, d'un point de vue
plus marketing et de tour, de touring, de booking, c'était important d'avoir un thème assez spécifique et juste aussi pour pas perdre les gamins aussi, quoi. Alors, j'ai eu un cas tout à fait parlant de ça. Un salon de professionnels, je suis à un stand d'un tourneur-producteur, et puis là, je vois une chargée d'action culturelle d'une communauté de communes qui leur demande, est-ce que vous avez des spectacles où il y a des arbres? Parce que c'est le thème de cette année de la saison culturelle. Donc voilà, c'est ciblé comme ça. On va vendre ça à qui? On va vendre ça à des programmateurs, des chargés d'action culturelle. Donc, je vous ai dit, c'est un point de passage obligé. C'est eux qu'il faut convaincre. Alors, je détaille pas trop, mais grosso modo, il faut que ça leur plaise. Il faut qu'ils voient que c'est adapté aussi à leur salle d'un point de vue technique, que ça puisse plaire au public. Donc, faire de la billetterie et que ça rentre dans des possibilités d'action culturelle. Et de manière générale, que ça rentre dans une programmation. Euh, pour donner un exemple, voilà, là j'ai une musicienne qui me dit, tu sais, parfois tu te réveilles le matin, tu es peut-être un peu moins performant, tu as peut-être un peu moins bien dormi, et à 9 heures du mat, tu as un programmateur de scène nationale qui va venir te voir, et si tu l'as pas convaincu de ta vie, tu n'iras jamais dans sa salle. Voilà, donc c'est une vraie pression, hein, les programmateurs, faut vraiment, c'est le point de passage obligé. Je précise aussi, j'ai oublié de le faire, mais les scolaires sont en général le matin, et les tout public sont en général le mercredi en après-midi, en général à 15 heures. Comme ça, à 16 heures, il y a un goûter qui est proposé. Voilà. Tout est pensé en avance, hein. Donc, il est absolument vital de convaincre les personnes qui sont chargées de vous programmer. Alors, il n'y a pas que le jeune public est comme ça, hein, les musiques actuelles de manière générale aussi, hein. Surtout que là, en SMAC, pour le jeune public, en général, il y a 2 à 3 spectacles par an. Donc, les places sont chères. Un point important, c'est que il faut que le spectacle propose des à côté, comme des ateliers avec les enfants, une résidence dans une classe, un défilé pédagogique assez béton pour les classes du coin, une visibilité médiatique. Un titre d'exemple, j'ai une musicienne qui m'explique que selon elle, certains programmateurs vont davantage se tourner vers elle et son spectacle, car elle va beaucoup plus communiquer autour de l'événement, faire des passages dans les médias, etc. Donc faire venir du spectateur et faire connaître la salle. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une logique d'entrepreneur de soi-même qui a été beaucoup étudiée sur les carrières intermittentes. Et autre point fondamental, il faut que le spectacle euh, soit pas très cher. Euh, En général, en dehors des artistes qui sont vraiment reconnus, le prix d'un spectacle jeune public, il est rarement très élevé. Ça a une conséquence, c'est que c'est ce que les professionnels appellent des formes légères, tous ces spectacles. Ça veut dire une convention, au sens que lui donne Becker. Vous avez 1 ou 2 musiciens sur scène, 1 ou 2 techniciens, pas plus. Généralement, même, on tourne plutôt à 2. Le ou la musicienne, et puis le ou la technicienne. J'ai même l'exemple de 2 musiciens qui tournent seuls et qui montent eux-mêmes leur scénographie. Ce qui fait forcément baisser les coûts, surtout qu'en plus, ils tournent en crèche ou en école. Donc, vous n'avez pas de light à gérer, vous n'avez pas de son à gérer, etc. Il y a des exceptions. La première observation que j'ai faite avec le groupe que j'ai été voir, euh, là, c'était un groupe de 5, ce qui est beaucoup, et 2 techniciens. Vraiment, c'est énorme. Les formes légères, elles permettent aussi de tourner un peu partout, d'une grande scène nationale à une école, un centre culturel, une médiathèque. Car il faut bien vous dire que le spectacle jeune public tourne vraiment beaucoup et surtout longtemps. Quand je dis longtemps, c'est que la durée d'exploitation d'un spectacle se compte généralement en années, euh, avec des spectacles qui peuvent tourner par exemple plus de 5 ans. On n'est pas du tout sur le même modèle que celui des musiques actuelles où vous sortez un album, vous faites une tournée. Si l'album ne fonctionne pas, vous refaites un album, vous refaites une tournée, etc., etc. Donc c'est un espèce de cycle sans fin. Alors, les parents, ça, hyper important. Je cite une autre musicienne qui nous dit, moi, à chaque fois, je pense surtout aux adultes lorsque je fais le spectacle, parce que je me dis que c'est eux qui amènent leurs enfants, ils n'ont pas envie de se faire chier non plus, et c'est eux qui achètent les CD derrière aussi.
Là, c'est très explicite, c'est celui qui vient de pouvoir économique, l'adulte accompagnant, qu'il faut convaincre. Il faut aussi des thèmes donc qui leur plaisent et qui leur semblent importants, adaptés à transmettre à leurs enfants. Je sais pas, ça peut être le thème de l'écologie, le thème des respects des autres, etc., etc. Pour les œuvres, ça a une conséquence, c'est que va y avoir une espèce de double lecture qui est en fait une double adresse. C'est une stratégie qu'on retrouve aussi dans les œuvres opératiques qu'a étudié Teresa Schmitz, hein. Alors, cette double lecture, elle va se manifester par des clins d'œil. Euh, Par exemple, là, je vais vous donner l'exemple de Ego le Cachalot, qui est un groupe jeune public. Ils ont une chanson qui s'appelle Le Che de Vera, donc qui fait référence. Donc, le Vera il s'appelle Léon, donc référence directe à Léon Trotsky, et puis à Che Guevara, là, le Che de Vera. Et en fait, quand ils le jouent en concert, moi, la version que j'ai vue, ils jouaient Smoke on the Water au tout début, le riff principal, qu'on connaît tous et toutes. Et puis dans notre version live, là, que je vais vous faire écouter, on entend un extrait de Enter Sandman, donc c'est joué à la basse. Donc vous voyez, il y a des références rock et metal qui vont connoter la révolte, et qui vont ajouter une petite dimension supplémentaire pour le public adulte qui va comprendre la référence. Hop, je vous le fais écouter. Léon était très soupe au lait et nous, forcément, on adorait le faire bouillir. Alors, il a fini par se révolter. Vous savez ce que ça veut dire se révolter, hein? Je pars de ce principe-là, à 3 ans on sait. Ou si c'est pas le cas, il est grand temps de le savoir et de commencer votre carrière de militant. Allez, se révolter, c'est se battre pour ses idées, mais avec des mots comme ceci, y en a marre. Alors on a besoin de vous pour faire une grande révolte sur cette chanson, en levant le poing comme ça. Allez. Y en a marre d'être pris pour ce que l'on n'est pas, pour des cochons alors qu'on a des t-shirts tout propres et des tonnes de bon gras, des bourrelettes d'amour plein les bras. Y en a marre d'être pris pour ça, ça, ça. Marre de montrer du doigt, doigt, doigt. Marre, mais vraiment marre. Voilà. Alors, il faut vous imaginer qu'à la fin de la chanson, tous les enfants scandent Léon. Voilà. On est vraiment sur, ce- sur le plein de références assez drôles. Euh, alors, la technique du clin d'œil, ça me fait penser, par exemple, vous voyez, hein, dans Madagascar, le tout premier, où ils reprennent la planète des singes quand le personnage se rend compte, désolé si je spoil la planète des singes aux gens qui ne l'ont pas vu, où il se rend compte que voilà, la plus fameuse planète des singes était en réalité la Terre. Alors là, je passe là-dessus, mais l'idée, c'est qu'il y a des adresses multiples aussi selon les âges, hein, voilà. Mais là, je passe vraiment rapidement. Donc, concernant les enfants, qu'est-ce que ça change de, justement, toute la question, qu'est-ce que ça change de s'adresser à eux? Alors, généralement, quand je pose la question aux artistes, si ça change quelque chose, ils vont me répondre non. Voilà, ils vont me dire, moi, je fais de la musique actuelle, moi, ma musique, c'est de la musique qui pourrait passer dans Spotify de n'importe qui. Et en fait, quand on creuse un peu, effectivement, il y a quand même un adressage. C'est juste qu'il n'est pas pensé directement comme ça. Euh, le fait de s'adresser aux enfants va changer un certain nombre de choses. Alors, pour les plus simples, il y a le volume sonore. Déjà, il ne faut pas que ce soit trop fort. Les enfants ont des oreilles beaucoup plus sensibles que celles des adultes. Pas de grossièreté. Un rythme de spectacle, je cite une musicienne pour les capter. En général, c'est court. Et plus les enfants sont jeunes, plus c'est court. Ce qui est un autre point commun avec les œuvres étudiées par Teresa Schmitz. Donc, pour vous parler un peu de tout ça, je vais vous prendre des œuvres de Ellie James, donc deux ciné-concerts, Lumière et puis Logo. Donc, le premier de 2017 et le second de 2023. Donc, le premier élément, c'est qu'il faut structurer la compréhension des enfants. Donc, dans Dogo, c'est composé donc de plusieurs courts-métrages. Moi, je perds ma voix. C'est composé donc de plusieurs courts-métrages qui sont chacun accompagnés d'un petit film d'animation réalisé par Tiffaine Pichon, donc, qui est illustratrice, qui a aussi fait la couverture du spectacle, enfin l'affiche, pardon. Euh,
Et sur scène, donc vous avez des panneaux qui représentent des chiens. Là, vous avez le premier à gauche comme ça. Donc là, c'est le corgi. Donc ça s'allume. Vous avez le petit film qui commence. Et après, donc le panneau après est éteint. Donc ça permet de structurer l'attention des enfants. Il se passe des choses sur scène, c'est pas que l'écran. Et donc chaque chien qui est sur scène, le petit film d'animation, c'est sur ce chien. Et à chaque fois, le chien va s'endormir. Il va s'endormir et en fait, son rêve, c'est le court-métrage que les enfants vont voir. Donc pour indiquer que le chien s'endort, Ellie James, elle a recours à des conventions qui sont très bien établies. Par exemple, l'image va se troubler, elle ajoute réverbération, les paroles vont même souligner l'endormissement du chien. C'est vraiment fait exprès pour guider les enfants et d'une certaine manière aussi leur inculquer les conventions euh, artistiques autour de ces éléments-là. Je vous donne l'extrait. Là, vous avez vraiment l'exemple canonique de ça. Et donc, le spectacle, il est structuré comme ça. Donc, il y a des séquences par petit chien qui sont sur la scène. Alors, je me rends compte que j'ai encore fait un truc beaucoup trop long. L'autre exemple, c'est les instruments. Par exemple, un instrumentarium qui va être varié, qui va euh, vraiment capter les yeux des enfants. Dans Lumière, c'est des hang drums, des tong drums, et il y a aussi un harmonium. Dans Dogo, ça va être le kalimba qu'on a entendu, l'omnicorde aussi qu'on voit posé juste devant Ellie James. Euh, dans Lumière, il y a encore un truc encore plus, voilà, vraiment pour les capter, c'est les espèces de petites boules rebondissantes sur les baguettes qui vont s'allumer à un moment. Quoi, vraiment, on entend les enfants faire ah, voilà. Donc ça permet en fait vraiment aussi de remettre l'attention sur la musicienne et sur ce qui se passe sur scène et pas uniquement sur le film. Un autre point, ça va être changer le sens. Alors là, je vais pas passer l'extrait, ce sera beaucoup trop long. Mais il y a beaucoup de choix en fait qui se font en anticipation des réactions des enfants. Donc voilà, des réceptions anticipées, comme je disais au tout début. Ça va jusqu'à faire le choix de changer assez drastiquement le sens d'un film grâce à la musique. Alors on sait bien, si on change la musique d'une scène dans le cinéma, ça peut complètement changer le sens. Alors là, c'est justement ce qui va être fait sur ce court-métrage qui s'appelle Oh My Dog. Donc, en fait, l'idée, c'était d'adoucir le court-métrage. Pourquoi? Parce que les personnages humains, comme vous voyez, ils sont papier mâché. Et l'une des membres de la coproduction, elle va mettre son veto sur ce film, enfin, sur ce court-métrage. Elle a peur que l'aspect des personnages effraie, déstabilise les enfants, avec l'idée qu'ils seraient habitués à des formes plus consensuelles, plus lissées. Alors, Ellie James, elle veut pas, et donc la solution, c'est de lisser, on va dire, le court-métrage par la musique, en faisant une musique beaucoup plus joyeuse pour contrebalancer l'image. Voilà, ça va jusque-là, alors qu'il n'y a pas eu réception par les enfants. Voilà, donc c'est vraiment une réception anticipée, presque fantasmée. Alors, je voudrais juste rapidement revenir sur l'idée qu'il y a une négation de l'adresse. Là, c'est avec le cas de Sous les mers de Mermontine. Euh, donc, Julien Lemonnier, qui est membre de Mermontine, ils sont deux, euh, me dit qu'ils n'ont pas volontairement adapté leur musique. Il va me dire en entretien, c'est des thèmes de musique actuelle. Comprendre, hein, ce ne sont pas des musiques pour enfants. Et, je le cite encore, on n'a pas essayé d'édulcorer la musique. Comprendre à nouveau, il ne s'agit pas de faire une musique jugée plus facile car à destination des enfants. Alors pour autant, dans la suite de l'entretien, il va quand même me dire qu'il y a quand même une question d'adresse qui s'est posée à un moment. Et en fait, l'adresse, elle est pensée par la négative. L'enfant, il est considéré comme apte à recevoir une musique qui n'a pas été adaptée ni adressée pour lui. L'adaptation et l'adressage étant en creux pensés quand même comme des formes d'appauvrissement musical. Plus encore, ces propos et ces choix, à mon avis, soulignent ou appuient l'idée selon laquelle la musique parle à tous et à tout âge, qu'elle est en somme transgénérationnelle et universelle. Ouais, je vais vous mettre d'autres extraits des images de la scénographie qui est très belle de Mermentine.
Alors, en fait, là, c'est mon mot de conclusion. En fait, pour conclure, la section, on va dire, du monde du jeune public que j'ai étudié, en fait, elle est vraiment située plutôt du courant arty, on va dire, qui se définit comme exigeante. En fait, avec la crainte d'être accusé de faire dans la facilité parce que s'adressant à des enfants. Elle repose sur le modèle de la proposition, c'est-à-dire quelque chose qui peut être potentiellement rejeté. Et l'idée de proposition, on la retrouve dans le vocabulaire du spectacle un peu plus pointu, hein, quand on va dire c'est une véritable proposition que nous fait ce metteur en scène, par exemple. En fait, il construit une espèce d'opposition entre un eux et un nous, qui est quelque chose de vraiment caractéristique et typique quand on étudie en sociaux les phénomènes, ce type de phénomène. En fait, il y aurait une... Alors, ils ne le mettent pas comme ça, en forme comme ça, mais moi, je le conceptualise comme ça. Il y aurait d'un côté le spectacle enfantin et de l'autre le spectacle pour enfants. Donc, le spectacle enfantin, ce serait eux, et puis le spectacle pour enfants, ce serait nous. Nous qui avons une exigence. C'est une manière de se distinguer. Là, je vous ai mis des exemples de, de personnes qui travaillent, qui ont fait des spectacles jeunes publics, voilà. Euh, mais voilà, en fait, ils sont aussi confrontés à ce jugement, cette image un peu grotesque, comme dit une des musiciennes, ou l'idée que voilà, on met, comme dit la dramaturge, hein, le stéréotype, on va faire un spectacle pour enfants, you troupilala, on a mis trois flûtes, voilà. Parce qu'il y a quand même une certaine réalité aussi derrière qui oblige à ce modèle d'exigence, ce modèle presque d'exemplarité artistique. C'est le fait que ça reste mal considéré de faire du jeune public. Euh, je pourrais encore parler d'une musicienne qui m'explique que un programmateur a juste oublié sa venue. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés le matin et le programmateur leur a dit, ah, vous êtes là? Donc, le jeune public, c'est aussi une musique qui subit une forme de domination sociale. Et c'est une musique dominée, on va dire, dans l'industrie, pour une population dominée. C'est-à-dire que les enfants sont une population dominée. Et là, je renvoie à l'ouvrage de Tal Peter Brotmer, La domination oubliée, politiser les rapports adultes-enfants. Parce que voilà, les enfants, ben, c'est des publics captifs et voilà, faut aussi le prendre en compte. Voilà, c'est pas vraiment une conclusion, mais je vous remercie de votre attention.